Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de ces masterclass dont le thème reste le même. Comment faut-il s'y prendre pour essayer de raconter des histoires de la façon la plus dramatique possible? Après avoir abordé différents sujets dans les précédentes émissions, comment créer un personnage principal mémorable, comment réussir ses personnages secondaires, comment réussir une arène et comment injecter du conflit partout dans l'histoire, on va maintenant aborder un sujet tout aussi intéressant mais un peu plus technique, un peu plus retors, c'est celui des dialogues. Voilà, quels sont les trucs et astuces pour essayer de réussir ces dialogues, notamment dans un roman à suspense. Voilà, les dialogues, c'est vraiment un grand sujet et c'est quelque chose qui nécessite quand même pas mal de travail avant de commencer à les maîtriser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue réussi? D'abord, une image. Si votre roman est une architecture, on peut dire que le dialogue en est la clé de voûte. C'est-à-dire que tous les éléments constitutifs de votre récit, la caractérisation, la présence du conflit, l'objectif à atteindre, les obstacles, le personnage, vont se retrouver à un moment ou à un autre dans le dialogue, ou dans un dialogue. Et si un de ces éléments est bancal ou manquant, le dialogue va le démontrer et va en souffrir. J'avais déjà dit dans une précédente émission que lorsque vous avez des personnages qui sont insuffisamment caractérisés, et a fortiori votre personnage principal, eh bien cela se ressent tout de suite dans les dialogues. Lorsque votre personnage parle, le dialogue est un peu creux, parce que le personnage n'a pas assez de chair, pas assez d'humanité. Donc voilà, si vous voulez réussir vos dialogues, vous devez avant tout commencer par disposer de tous les bons éléments dans la recette qui vise à caractériser et à constituer votre récit. D'abord, on peut aussi dire que le dialogue, donc, c'est une clé de voûte, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas une conversation de la vie ordinaire. Voilà. La conversation de la vie ordinaire, c'est un échange qui est souvent très ennuyeux et qui va être rempli de bavardage, de banalités, de détails superflus. Et ça, bien entendu, ça sera à proscrire dans votre roman. C'était Alfred Hitchcock qui avait cette belle image. Il disait « Le théâtre, c'est la vie, ces moments d'ennui en moins ». Eh bien, c'est pareil, le dialogue, c'est un reflet de la vie, mais auquel on aurait retiré tous les éléments qui en constituent l'ennui. Donc, le dialogue doit être dramatisé pour être rendu donc captivant, comme tout le reste de votre roman. Ce dialogue, en étant dramatisé, va donc faire ressortir les objectifs des personnages, les rapports de force, les motivations de chacun, et il va essayer de remplir différents buts. Mais avant de parler des buts et des fonctions du dialogue, parlons un petit peu de la forme. Je crois que les conseils qu'on peut donner, on les retrouve dans deux très bons bouquins, qui sont d'abord le livre de Luc Fouillard, le scénario de A à Z, et aussi, bien sûr, l'essai de Robert McKee, Story, écrire des dialogues pour la scène et l'écran. Des conseils qui valent tout à fait, bien entendu, pour la littérature. Eh bien, notamment, Robert McKee considère qu'il faut utiliser d'abord la voix active. Cette voix active qui est beaucoup plus punchy, beaucoup plus percutant que la voix passive. Vous vous souvenez, donc la souris est mangée par le chat, c'est la voix passive. Le chat mange la souris, c'est la voix active. Et donc, c'est vraiment le type de communication qui doit être utilisé dans un dialogue. Et puis, le dialogue doit essayer de montrer, plutôt que d'expliquer laborieusement. Il doit être concis, exprimer beaucoup en peu de mots, et il doit proscrire absolument ce qu'on appelle le texte tunnel. Alors le texte tunnel, c'est quand vous avez un moment de votre récit où vous avez besoin d'expliquer plein de choses par rapport à l'histoire et vous décidez de faire un dialogue. Vous allez avoir un des protagonistes qui va finalement raconter toutes sortes de détails pour expliquer l'intrigue. Et ça, évidemment, ça donne une espèce de gros paquet, de gros pâté qui ne fonctionne pas très bien et qu'il faut donc absolument éviter. Vient ensuite donc la question des différentes fonctions du dialogue. Eh bien, un dialogue, comme on l'enseigne en dramaturgie, si je puis dire, les conseils qu'on donne, c'est que le dialogue devrait avoir trois fonctions principales. La première fonction du dialogue, bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'exposition.
C'est-à-dire que le dialogue doit donner des indices, des éléments, doit révéler des choses sur les différents personnages, sur l'histoire, sur le contexte du récit. Un dialogue parfaitement réussi et mémorable, c'est le fameux dialogue qu'il y a entre Luke Skywalker et Dark Vador dans la Guerre des Étoiles, lorsque Dark Vador dit à son fils, à un moment donné, je suis ton père. Tout le monde connaît ça, bien sûr, cette scène. Eh bien, cette scène est très très forte parce que, outre le fait que c'est une révélation majeure dans le film, elle va dire des choses sur les personnages, faire avancer l'action. Luke Skywalker va tenter de se suicider après avoir eu cette révélation. Et vraiment, on voit comme une simple phrase va engendrer toutes sortes de conséquences et remplir toutes sortes de rôles dans un récit. Donc, la forme du dialogue, précise, concise, ramassée, dire beaucoup de choses avec peu de mots, être efficace et punchy, voilà comment il faut s'y prendre pour exposer des éléments précis du récit. Et puis la deuxième fonction du dialogue, c'est la personnalisation. On a vu dans les émissions consacrées à la caractérisation que les personnages devaient être décrits avec beaucoup d'attention pour les rendre vivants et que les lecteurs s'y identifient. Eh bien, les dialogues doivent également nous en apprendre beaucoup sur chacun des personnages. Et il est très important que chaque personnage qui va communiquer va le faire avec sa propre voix. Il est toujours très désagréable dans des mauvais romans d'avoir l'impression que tous les personnages parlent de la même façon. Vous avez un groupe de policiers, un commandant, un lieutenant, un commissaire, et des fois on a l'impression que les trois parlent un peu de la même façon, comme si c'était l'auteur qui chuchotait quelque chose à l'oreille de ses personnages. Donc ça, il faut l'éviter. Il faut que dès qu'un personnage parle, tout de suite on puisse l'identifier. Et ça, on ne peut le faire que si ce personnage a été savamment caractérisé. Donc, comme le disait Robert McKee, l'expression du personnage est fidèle à sa nature. Voilà, ça c'est tout à fait important. Il y a un élément aussi, il y a une technique qui est tout à fait intéressante aussi dans le dialogue, c'est ce qu'on appelle le sous-texte. Alors, le sous-texte, c'est l'idée que un personnage dans un dialogue va se présenter d'une certaine façon, il va donner à voir quelque chose de lui-même, et en fait, on va découvrir dans l'échange, dans le dialogue, qui il est vraiment. Comme s'il y avait en quelque sorte une apparence, et, comme sur un iceberg, en surface une apparence, et sous le niveau de la mer, la réalité. Et dans la réalité se trouve nichée à la fois la présence ou pas d'une humanité dans le personnage, l'existence de sentiments ou de désirs cachés. Et ce qui est tout à fait important, c'est que la partie occultée du personnage va s'exprimer en filigrane à travers le dialogue. Et le lecteur va découvrir une facette méconnue du personnage, et peut-être sa facette la plus importante, la plus authentique, à travers la façon dont il va s'exprimer dans un dialogue qui va par exemple faire rejaillir du conflit. Et si vous êtes capable de révéler au lecteur la personnalité cachée et profonde d'un personnage à travers la façon dont il se comporte et s'exprime, plutôt que dans des descriptions laborieuses, vous aurez véritablement rempli votre office. Comme le disait d'ailleurs David Mamet dans cette très belle citation, le dialogue est toujours plus intéressant quand un personnage ment. Voilà. Troisième fonction du dialogue, après donc l'exposition et la personnalisation, l'action. Le dialogue doit servir à quelque chose, il doit permettre à l'histoire d'avancer. Il faut qu'à la fin du dialogue, on en sache plus dans le récit qu'au début. Dans le cas contraire, eh bien, le dialogue n'a servi qu'à faire du remplissage et donc il est parfaitement inutile. Donc cette dimension d'action du dialogue recèle aussi une autre astuce qui est, que je trouve extrêmement intéressante, c'est la technique de l'action réciproque. Alors, disons que pour expliquer ça en des termes simples, vous devez imaginer que admettons que le dialogue se déroule entre deux protagonistes, il faut que ce soit comme une sorte de match de boxe, et qu'à la fin du dialogue, il y ait un gagnant et un perdant. Et il faut que le lecteur ait l'impression que chacun des protagonistes va essayer de faire triompher ses idées, va être animé par son propre besoin, va suivre son propre objectif, en essayant de subjuguer l'autre, de dominer l'autre, de faire advenir ses idées pour qu'il avance dans l'histoire de son côté à lui. Et vous devez donc, à la fin du dialogue, avoir l'impression qu'il y en a un qui reste tout seul debout et que l'autre est à terre.
Et ça, par exemple, c'est particulièrement bien démontré dans la série Game of Thrones, excellente série, donc, qui se caractérise notamment par des dialogues tout à fait remarquables, avec beaucoup de conflits. Et si vous regardez les dialogues dans Game of Thrones, très souvent, ça commence de façon un peu piano, et puis au bout d'un moment, vous avez un des protagonistes qui schlack dans un ensemble de réflexions lapidaires, balance une violence tout à fait incroyable et arrive à dominer l'autre dans la conversation. C'est quelque chose qui est vraiment particulièrement bien rendu. Voilà. Voilà quelles étaient les quelques idées que je voulais vous présenter à travers les dialogues, quelques astuces pour cet aspect de l'écriture qui est quand même assez difficile, mais tout à fait gratifiant si vous parvenez à bâtir des dialogues efficaces. Je me suis beaucoup inspiré de ces techniques d'écriture, notamment pour écrire mon livre Pire que le mal, qui existe maintenant aux éditions du Toucan en poche. C'est un roman où il y a beaucoup de dialogues et beaucoup de conflits. Ce thriller met en scène un homme protagoniste, un psychiatre, qui va tenter de découvrir les circonstances dans lesquelles son frère cadet est mort. Lui-même était un militant écologiste en but à un groupe agrochimique, une multinationale diffusant des pesticides. Et donc c'est une sorte de thriller plein de suspense, avec des chapitres courts, mais qui est truffé de dialogues où il y a toujours beaucoup de conflits qui s'incarnent. Alors donc des conflits entre un père et sa fille, entre un homme de main et puis un témoin, enfin voilà, il y a plein de personnages comme ça et les dialogues s'incarnent de différentes façons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 5e émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à me contacter sur mon blog sylvainforge.webnode.fr où se trouvent notamment des liens vers toutes mes émissions. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une sixième masterclass qui sera consacrée à un sujet passionnant, le méchant. Comment réussir son méchant, son antagoniste, dans un récit à suspense, en parlant notamment du roman Tension extrême, un roman dans lequel le méchant est tout à fait particulier. Merci à tous et à bientôt. Bonjour Samuel. Bonjour Olivia. Donc je suis ravi aujourd'hui d'arriver sur le plateau avec encore des livres bien sûr et plein de choses à vous présenter. Donc tout d'abord un coup de cœur du jour. Le coup de cœur du jour qui nous vient de la librairie Port-Maria de Quiberon. Aujourd'hui, c'est un auteur qui est mis à l'honneur, qui est Sylvain Forge. Sylvain Forge est un auteur nantais, donc des Pays de la Loire, qui vient de persister et signer avec un nouveau roman qui s'appelle Pire que le mal. Donc c'est un roman qui est dans l'esprit un petit peu de, pour ceux qui connaissent Franck Tillier, on est dans du thriller. On est dans quelque chose qui va être dynamique et rythmé, qui va apporter de la documentation, des informations par rapport à tout ce qui va être pharmaceutique, toutes les grandes affaires au niveau protection de la santé, etc. Donc du coup, on est quelque chose qui est à la fois dans du polar, puisque finalement, ça nous apporte de l'actualité dans le livre. Alors, Sylvain Forge, ça nous parle de quoi exactement? L'histoire, c'est quoi? L'histoire, le pitch se démarre sur un médecin qui va être psychiatre, à qui on va apprendre la mort de son frère qu'il n'a pas vu depuis déjà pas mal d'années. Donc du coup, pour lui, c'est un peu un choc en même temps de se dire je connaissais pas tellement mon frère, on a été brouillé pour quelques affaires, et il va vouloir remonter la piste de cette affaire parce que les conditions de la mort de ce frère sont plutôt étranges et en tout cas ne correspondent pas au profil qu'il lui connaissait. Et le tour de force de Sylvain Forge dans ce livre, c'est justement d'avoir réussi non seulement à nous amener dans une enquête qui est riche en documents sur les histoires des pesticides, etc. C'est pas sans rappeler l'affaire Monsanto, par exemple, et en même temps d'avoir accroché le lecteur avec un frère qui va se découvrir à travers celui qu'il ne connaissait pas. Et il va aller à Bangkok, on va voyager vraiment dans ce livre pour retrouver la trace de ce frère. Et en même temps, remonter ce côté, il va pouvoir prendre les risques que son frère prenait, que lui ne prenait pas. Et finalement, il va l'apprécier, le redécouvrir autrement et avoir quelques sentiments de regret d'avoir perdu autant d'années. Et ce frère était dans une ONG, il défendait la protection sanitaire. Donc on va en Camargue, par exemple, avec des essais qui sont faits pour tuer les moustiques au niveau pour éviter les proliférations de dengue, ce genre de choses. Effectivement, les enjeux financiers des grandes industries pharmaceutiques sont derrière avec des lobbies financiers très forts.
Donc c'est un livre vraiment passionnant qui a été très très bien documenté, très bien écrit, rythmé. C'est quelque chose qui est remarquable et qu'il faut souligner aujourd'hui. Petit mot rapide sur les éditions du Toucan, le Toucan Noir. Donc Sylvain a été publié, Sylvain Forge au Toucan Noir.